Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cet atelier l'ISO 20121 pour les nuls. Alors je ne sais pas si vous êtes tous des nuls pour l'ISO 20121. Ce qu'on voulait dire en fait à travers cette terminologie, c'est qu'on va essayer aujourd'hui de vous parler de cette norme de manière assez pragmatique. Donc moi je suis Béatrice Istam, je dirige un cabinet de conseil qui accompagne des organisateurs d'événements, des prestataires et des lieux vers la mise en place de cette norme. Donc je vais vous la présenter de manière, on va dire, assez globale. Et après, ce qui va être intéressant, ça va être de parler de manière très concrète. Qu'est-ce qui se passe quand on met en place l'ISO 20121? Et pour ça, Erwan Gouadeg, des Transmusicales, va nous faire part de son expérience. Si tu veux te présenter, peut-être expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Transmusicales. Oui, bonjour, je suis donc Erwan Gouadeg, je suis secrétaire général de l'association Transmusicales. C'est l'association c'est une association qui a été créée en 1985, qui organise notamment les rencontres transmusicales de Rennes, qui sont donc un festival de musique actuelle qui a lieu tous les ans le premier week-end de décembre. On a également en gestion une salle tout au long de l'année, ce qui a son importance dans notre engagement dans la démarche, parce qu'effectivement on a non seulement un événement, mais un lieu qui est concerné. Donc cette salle, c'est l'UBU à Rennes, dont on a la gestion depuis 1990, et on développe également depuis une dizaine d'années un programme d'action culturelle fort, qui nous vaut d'avoir à côté du festival et de la salle un programme d'éducation artistique qui s'appelle le Jeu de Louis et un programme sur l'histoire des trans qui s'appelle Mémoire de trans. Donc on a aussi des notions de développement durable associées à ces projets complémentaires. Merci. Alors, j'ai commencé peut-être par faire un petit point parce que, en effet, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas des experts sur ce que c'est qu'une norme, ce que c'est que l'ISO de 20121. Donc en quelques mots, c'est une norme qui est assez jeune, qui a été publiée en juin 2012, donc ça fait 1 an et demi. Cette norme a été publiée juste avant les Jeux Olympiques de Londres, qui ont donc été le premier grand événement à être organisé en conformité avec ce système de management. Donc ISO, ça veut dire International Standard Organization, ce qui veut donc dire que c'est une norme internationale reconnue dans les 150 pays qui font partie, 150 pays environ, qui font partie de l'ISO. Cette norme est dédiée au secteur de l'événementiel, donc on a beaucoup de chance. Donc de l'événementiel au sens large, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux organisateurs d'événements, aux gestionnaires de lieux, aux prestataires qui interviennent sur les différents événements et manifestations, qu'elles soient professionnelles, culturelles, sportives, grand public. Et donc, on est le premier secteur à avoir une norme qui nous donne un cadre, une méthodologie pour mettre en place une stratégie de développement durable. Comment faire pour intégrer le développement durable dans nos activités d'organisateurs, de gestionnaires? C'est ce à quoi répond cette norme. Ce qui est intéressant dans cette norme, c'est qu'il ne s'agit pas d'un label, c'est-à-dire que ce n'est pas une liste d'actions à mettre en place avec fait, pas fait, niveau bien, pas bien. Cette norme, elle donne un cadre pour mettre en place une démarche qu'on appelle d'amélioration continue. C'est-à-dire que les acteurs qui s'engagent vers une certification ISO 20121 acceptent de se poser la question, de se regarder en face aujourd'hui, où est-ce que j'en suis, où est-ce que sont mes impacts sur l'environnement, quels sont mes impacts à travers mes activités économiques, quels sont mes impacts vers la société, et comment est-ce que je peux m'améliorer par rapport à mes spécificités pour m'améliorer, pas seulement à 6 mois jusqu'à la certification, mais d'année en année. Et comment est-ce que je fais pour me structurer en interne pour rentrer dans cette démarche? Donc pourquoi est-ce qu'on met en place une norme? C'est effectivement pour donner un cadre, pour faciliter en fait l'avancement et l'atteinte de performances sur les sujets de développement durable. Les structures qui décident aussi de mettre en place une norme, c'est parfois, et ça permet d'accéder à une certaine crédibilité sur les actions qu'on met en place. Et puis, ça permet aussi de créer un projet d'entreprise. Alors, il y a peut-être une question, et je pense que Erwan, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. C'est-à-dire que dans le secteur culturel, on peut entendre parfois que finalement, norme, effectivement, on parle de cadre. Et puis, est-ce que donner un cadre, une méthode, est-ce que c'est compatible quand on travaille sur des sujets de création, de recherche de l'exception? Est-ce que finalement, mettre en place une norme, c'est pas contradictoire? Pour vous, quelle a été votre expérience sur ce sujet-là?
Nous, on s'est forcément posé la question, effectivement, la normalisation est porteuse, ne serait-ce que dans l'oreille, hein, de la peur première des acteurs culturels de finir par tous se ressembler ou d'une certaine uniformisation. C'est vrai que je connais pas, moi je suis pas du tout un spécialisé normes pour le coup, je fais partie des nuls de la norme ISO 221 de l'atelier. Plus maintenant. Moins maintenant, mais bon. C'est vrai que sans doute cette norme a une particularité, c'est d'être extrêmement méthodologique. C'est vraiment très pratique, c'est un outil. Alors à partir de ce moment-là, ça va aider, ça va accompagner dans le travail, ça va donner des références, mais c'est absolument pas vécu, enfin nous on l'a pas vécu comme une contrainte au projet, c'est-à-dire que le projet n'a pas été, d'ailleurs ça a été une des raisons du choix, on n'aurait pas démarré un chantier pareil si on avait senti qu'il y avait une menace sur le projet, qu'il allait falloir faire des torsions pour rentrer dans les cases que la norme imposait. Au contraire, on a assez vite compté sur ce référentiel pour nous permettre de nous améliorer dans la manière de réaliser notre projet et libérer notamment du temps pour mieux réaliser notre projet. Donc au final, une fois la norme ou le travail accompli, ça doit dégager du temps pour se concentrer sur le fond, pour libérer la place qu'on veut donner aux artistes, au public, à nos projets historiques, à nos cœurs de projet. D'accord. Et comment est-ce que vous est venue cette idée de vous lancer justement dans une norme? Parce que comme vous dites, le premier mot c'est norme, c'est pas forcément ce qui vient forcément à l'esprit quand on est dans la création. Pourquoi est-ce que vous êtes allé là-dedans? Dans norme, on a entendu norme évidemment, on s'est posé la question dont on vient de parler. En l'occurrence sur la norme ISO 221, c'est une norme internationale. Il se trouve qu'on a eu quelques expériences à l'international. Le festival notamment chez nous a une forte présence, accueille une forte présence internationale. On a eu quelques expériences aussi de festivals organisés en Chine ou en Russie qui nous ont donné l'occasion de nous confronter à la coproduction avec des acteurs locaux. Donc on sait qu'un référentiel comme ça, reconnu par 150 pays, ça crédibilise éventuellement notre posture de monteur de projet à l'international. C'est une norme dont l'intitulé précise que c'est appliqué à l'événementiel. On est organisateur d'événements, un gros événement en décembre, mais une somme d'événements tout au long de la saison aussi, à l'UBU ou ailleurs. On est sur une norme de management qui met en place un système de management. Et là, c'est là où très particulièrement ça nous a intéressé, puisque un système de management à l'association, on n'en avait pas du tout. C'est-à-dire qu'on a un projet très fort, mais qui n'avait jamais été accompagné d'une réflexion sur la manière de le porter collectivement et d'une structuration sur toute cette réflexion. Donc c'est vrai que notre entrée, elle est venue, du moins ce recours à la norme, il est venu principalement suite au diagnostic qu'on avait réalisé. Parce que nous, l'association est engagée dans le développement durable à travers son festival depuis 2005. C'est-à-dire qu'on a eu, avant de choisir de se tourner vers le référentiel ISO 221, 6 ans d'expérience développement durable appliqué au festival. Donc on avait sollicité un consultant pour diagnostiquer les résultats obtenus sur nos engagements de développement durable à la fin d'un premier cycle de 6 ans. Et parmi les constats, il y avait un relatif essoufflement sur certains points. On avait eu des très, très, très bonnes pratiques au démarrage qui nous avaient satisfaits. Puis on voyait qu'il y avait une certaine atomisation de certaines actions, des choses sur lesquelles on était un peu en reflux. C'était un peu éparpillé aussi. Ça manquait sans doute d'une ligne un peu nette. Donc il y avait d'un côté ce diagnostic et surtout il y avait eu l'analyse que cette démarche développement durable, elle avait été trop descendante. C'est-à-dire que c'est une volonté extrêmement forte de notre direction, mais que les équipes n'avaient pas été suffisamment impliquées pour s'approprier absolument cette démarche. Donc tout le monde était acteur de certaines actions, mais il n'y avait pas de vision globale, il n'y avait pas d'unité, et donc on était tous un peu... on savait qu'on était dans des démarches et des actions nombreuses, mais ça manquait de cohésion. Et c'est vrai que dans cette phase de diagnostic, il y avait les premiers temps de travaux dans les commissions internationales sur la préfiguration de cette norme et de ce référentiel sur le développement durable, qui proposerait un système de management. Donc on a projeté le fait que ce serait sans doute un bon vecteur de mobilisation, que d'adopter un système de management allait permettre justement de pallier ce manque de mobilisation des équipes. Donc est-ce qu'on peut dire finalement quelque part que cet objectif est venu un petit peu comme pour donner un second souffle à un système qui était en place depuis un certain nombre d'années,
pour le structurer, pour le structurer nettement, pour le déployer totalement. C'est vrai que pour ceux qui ont assisté ce matin à la table ronde aussi sur le développement durable, il y a un vrai enjeu que tout le monde s'en saisisse. Ça ne peut pas marcher s'il y a des ruptures d'intérêt ou de chaîne. Donc c'est vrai que c'est un outil d'unification vraiment du mouvement. L'envie était très forte dès 2005 et a permis des bonnes réalisations. Ça a engagé énormément de choses. Mais c'est vrai que pour... comment dire, absolument inscrire et boucler aussi, parce qu'il y avait l'intention dès 2005 d'inscrire tout le projet dans le développement durable. C'est-à-dire que cette décision n'a pas été le fait de verdir les trans, et il n'était pas question d'installer des toilettes sèches et de recourir à des gobelets simplement et de ne pas réfléchir sur l'ensemble de ce que recouvre le développement durable. Mais c'est vrai qu'il y avait une intention extrêmement forte. Par contre, il y avait sans doute une incohérence entre l'intention et les réalisations. Il y avait peut-être un petit écart entre l'intention et la qualité complète de réalisation. Et un des engagements dans le développement durable, enfin dans la notion de responsabilité, il y a quand même le fait de faire correspondre ce qu'on dit absolument à ce qu'on fait. Et c'est vrai que ce système était aussi une occasion d'y parvenir, de boucler vraiment les boucles, quoi. D'accord. Alors du coup, on va peut-être pouvoir aborder la question de la mise en œuvre concrète. Je précise juste une chose aussi, parce qu'un des éléments qui a été important dans le choix, c'est que c'est une norme certifiable par un organisme tiers, et du coup, c'est aussi un engagement. C'est-à-dire que quand on est dans une logique un peu d'éparpillement, d'essoufflement, et qu'on cherche à mobiliser vraiment, il y a eu pour nous le choix, qui n'est pas un choix impératif, on peut utiliser le référentiel ISO 20021 sans aller jusqu'à une certification. Nous, on a choisi de le faire dès le démarrage, parce que ça veut dire qu'on se fixe un objectif. Il y avait comme ça la décision d'en faire un chantier prioritaire pendant quelques temps, sachant que nous, on a eu l'obtention de cette certification début décembre, et que depuis quelques semaines, nous constatons que ça ne fait que d'ouvrir la certification, finalement, est une étape. C'est un objectif. C'est une étape, pour et ça motiver, lance beaucoup de choses. Ça ouvre les portes pour beaucoup de choses à continuer. Exactement. Alors du coup, je pense qu'on va parler, parce que c'est une question qui revient en tout cas de pas mal de gens qu'on rencontre, c'est concrètement comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un système de management et puis arriver à la certification. Donc là-dessus, je vous laisserai réagir. De manière globale, ce que c'est que cette mise en place, c'est qu'on commence systématiquement, et tu as évoqué plusieurs fois le mot diagnostic, par faire un diagnostic, donc une photo finalement de la manière dont on travaille une structure. Donc faire un diagnostic, ça consiste en quoi ? Ça consiste à prendre un petit peu de temps et puis aller rencontrer ses collaborateurs, aller rencontrer ses clients si on en a, aller rencontrer ses partenaires, aller rencontrer peut-être les riverains quand on est sur un territoire. On appelle ça les parties prenantes. Et puis poser la question à ces parties prenantes, quelles sont vos attentes ? Et quelles sont vos exigences en termes de développement durable? Donc ça veut dire certes d'environnement, mais aussi sur les retombées économiques, sur l'aspect social dont je gère ma structure, et comment est-ce qu'on peut faire pour mettre des choses en place. Et c'est vrai que ça, c'est une étape qui en général, on va dire, est l'étape finalement la plus importante dans la mise en place de la norme, parce que c'est une vraie source de création de valeur. Cette étape de diagnostic permet donc d'échanger avec l'ensemble de ces parties prenantes et d'identifier donc ces vrais enjeux de développement durable, de donner une vision à sa stratégie de développement durable, et de commencer à travailler sur un plan d'action qui va se décliner l'identification de ces enjeux. Donc je sais que vous avez été accompagné sur ce sujet donc par Jean-Claude Herry, qui est dans la salle, donc un de mes confrères. Est-ce que c'est aussi en fait comme ça que s'est déroulé le diagnostic, et qu'est-ce que vous a apporté ce diagnostic? Est-ce que pour vous, c'était aussi, comme la plupart des structures, finalement la période la plus importante de la mise en conformité? Disons que c'est une période nécessaire pour s'approprier un référentiel. Là, on l'a dit un peu tout à l'heure. C'est vrai que, par exemple, le texte d'une norme, c'est un langage international. Alors c'est pas forcément des mots qui nous parlent immédiatement. C'est aussi une phase intéressante pour s'approprier, pour se dire ok, je me reconnais dans ce qu'on va travailler. C'est un référentiel que je peux adopter. Nous, on a effectivement fait un travail vraiment important, et très étalé dans le temps. On s'est donné les moyens, notamment en réunissant l'équipe plusieurs fois, de faire un diagnostic très complet sur nos parties prenantes et les enjeux de développement durable qui nous concernent plus particulièrement. C'est-à-dire que pour les parties prenantes comme pour les enjeux, on a réfléchi collectivement à où on a le plus d'impact, qui a le plus d'impact sur nous, qu'est-ce qu'on a comme piste éventuellement effectivement de collaboration
à voir ensemble. Il y a aussi des phases de réflexion sur le degré le rythme de dialogue, par exemple, avec ces parties prenantes. Et c'est vrai que de prendre ce temps dans des activités qui sont souvent très très contraintes, avec beaucoup de deadlines et tout ça, il y a ne serait-ce que dans le rythme particulier à ce travail-là, des choses qui sortent. Et en l'occurrence, nous, on a fait le choix de constituer aussi, à partir du moment du lancement de ce travail autour de la norme ISO 221, de constituer un comité de pilotage qui avait un format un peu atypique en interne, puisque, à l'inverse d'autres instances de réunion qu'on avait pu mettre en place précédemment, on était sur un groupe de 7-8 personnes qui réunissaient à la fois un représentant de la direction, des chefs de service, mais aussi la personne en charge des ressources humaines, pour pouvoir croiser les regards, croiser les entrées et sortir des découpages classiques. Et c'est vrai que c'est aussi là que s'est joué de la mise en commun, de la transversalité, du décloisonnement, qui, on sera amené sans doute à y revenir plus tard, sont parmi les choses que travaille le plus ce référentiel, justement. Et là-dessus, alors d'ailleurs, je recommande à toutes les personnes, peut-être pour vous donner des éléments très tangibles sur ce travail qui a été effectué, de lire peut-être 2 documents sur lesquels vous avez travaillé d'ailleurs personnellement, sur la déclaration de valeurs, de mission et de valeurs, et la politique de développement durable, qui en fait sont des espèces de résumés, en fait, des transmusicales d'ATM, qui sont une espèce de résumé justement de tout ce travail et qui donnent une vision à l'ensemble des actions qui sont menées en lien avec les missions propres d'ATM. Et je trouve que vous avez fait un excellent travail sur ce sujet, et je recommande vraiment à tout le monde de lire ces documents. À partir du moment où vous avez commencé à engager le diagnostic, alors combien de temps a pris ce diagnostic, et après, donc la réalisation qui vous a donné ce cadre général, combien de temps s'est déroulé, et est-ce que vous avez fait l'exercice d'estimer le temps que ça vous a pris? Le temps exact que ça nous a pris, non, parce qu'on est tellement sur une réflexion de fond dans la structure. C'était à la fois un chantier distinct avec un objectif de certification qui était très précis, mais en même temps, ça devient, ou c'est quelque chose qui réfléchit sur le quotidien du travail. Donc voilà, c'était clairement une intention que ça ne vienne pas s'ajouter, mais ça vienne petit à petit s'intégrer, s'intégrer dans des pratiques existantes, rajouter des étapes, rajouter des éléments à un endroit ou à un autre. Parfois, pour parler vraiment prosaïquement, le fait de devenir compatible entre guillemets avec le référentiel ISO 221, c'est de rajouter une colonne à un tableau qui en avait déjà 10. On sait qu'on en remplit beaucoup des tableaux dans nos métiers. Et voilà, et c'est juste une donnée qui a ajouté un commentaire, et ça. Donc l'idée, c'est quand même d'intégrer ça progressivement dans le quotidien de l'équipe. Après, clairement, il y a quand même un outillage à créer nécessaire. Nous, le travail d'état des lieux autour des parties prenantes et des enjeux s'est étalé grosso modo sur un an, mais avec des sessions mensuelles, toutes les 6 semaines plutôt, et avec du travail en intersession, de la mise en commun. Alors, ça permettait aussi de travailler en interservice pour évaluer. Alors, juste peut-être pour donner un éclairage, donc effectivement, ça a pris un an. Nous, on constate, et ça dépend de la vitesse aussi de ce que souhaitent faire les différentes structures, mais ça peut varier entre au minimum, je dirais, quelques mois, 2 à 3 mois, effectivement, jusqu'à des durées d'1 an. Sachant que c'était pas, on avait dans ces sessions, maximum, ces sessions n'étaient pas exclusivement consacrées à ça. Il y avait d'autres choses qu'on commençait à travailler en parallèle. Et effectivement, de toute façon, d'une manière générale, c'est vrai que vu ce sur quoi porte ce référentiel, il va dépendre absolument de toutes les réalités d'équipe et de projet. Il n'y a pas une recette unique, effectivement, un rythme unique, un calendrier unique. Ça se construit en fonction de ses spécificités. Et donc voilà, ce diagnostic-là a pris à peu près 1 an, et on a, nous, enclenché le travail. Notre conseil d'administration a voté le lancement de ce travail-là en juin 2011. On a commencé les sessions de travail à l'automne 2011 et on a été certifié à l'automne 2013. Donc c'est sur 24 mois à peu près, avec quelques phases en plus de pause dans l'été, où la grande proximité de l'événement des trans, on avait du mal à rester aussi mobilisé sur le... Oui, bien sûr. Et donc là, pour donner aussi une idée sur le marché, sur la mise en conformité, on va dire, après ça dépend vraiment forcément d'où partent les structures en termes de structuration, etc. Mais on constate des mises en conformité entre 6 mois et 3 ans. Donc ça rentre à peu près dans ce cadre. Alors, en vous entendant, on a quand même l'impression que c'est super fastoche de mettre en place l'ISO 221. Est-ce que vous avez quand même rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des freins de la part des équipes? Est-ce qu'il y a des choses à un moment qui n'ont pas fonctionné?
Là, c'est pareil, les difficultés, elles sont sans doute propres à chaque structure, hein, j'imagine. Nous, il se trouve que on a pu profiter d'avoir 6 ans d'engagement dans le développement durable. Ça, c'est un facteur facilitant. La difficulté, elle est, pour une structure, je l'ai dit au départ, hein, qui n'avait pas de système de management, la mise en place d'un système de management, la formalisation de nouvelles questions sur la gouvernance, sur l'organisation du travail, sur voilà, ça déplace des choses. C'est pas tout ne se fait pas immédiatement. Il faut comment dire, laisser un peu mûrir ce référentiel, comprendre ce que ça veut dire. Voilà, c'est une décantation, ça se digère. Donc une des difficultés, c'est que c'est quand même la question du temps. Il faut pouvoir dégager ce recul, cette distance. Voilà. C'est vrai que c'est pas instinctif de faire ce genre de travail, donc il y a des zones de frottement inévitables. Et puis c'est vrai que c'est une conception du management, puisque ça intègre le développement durable dans les résultats visés, mais dans la manière de les atteindre, qui est sur des notions et des engagements forts qui apparaissent justement dans cette déclaration de mission et de valeur que vous évoquiez tout à l'heure, d'être dans l'inclusion des équipes, l'inclusion des parties prenantes, dans la transparence, dans l'intégrité. Ça veut dire des choses. Quand on communique sur ces engagements, voilà, il faut y aller. Donc c'est une mise en mouvement ample, large. Nous, c'est vraiment un changement de vie de structure. Ça a déplacé des choses fortes, donc ça ne peut pas se faire effectivement. On se le disait en off tout à l'heure. C'est vrai que maintenant qu'on est certifié, maintenant qu'on a construit, qu'on a fait le travail, on a parfois tendance à minimiser les difficultés qu'on a rencontrées, mais c'est parce que ça a déplacé tellement de choses, ça a ouvert sans doute une époque tellement différente dans le fonctionnement de la structure que voilà. Donc vous recommenceriez, même malgré les difficultés. En fait, juste avant, on aura peut-être quelques questions dans le public. Avant d'écouter vos questions, peut-être on peut terminer. Si vous deviez donner les 2 plus gros bénéfices de cette mise en conformité, quels seraient-ils ? Il y a un bénéfice immédiat qui est en termes de cohésion d'équipe, de communication interne. Ça, c'est vraiment l'élément le plus... Ça a été le plus rapidement visible, et ça reste le plus net aujourd'hui encore. C'est évident que, entre autres, parce que tout le travail a été fait via un comité de pilotage assez large, ça a une mobilisation forte, que ça a amené aussi à débloquer des tas de choses. Nous, on avait diagnostiqué auparavant un manque de certains outils communs. On avait aussi une problématique assez particulière, alors positive. On fait partie des structures qui ont eu la chance d'avoir un effectif en augmentation assez net les dernières années. Mais c'est vrai qu'on est passé de 9 personnes en 2006 à 18 personnes dans l'effectif en 2012, par exemple. Ça pose des questions en termes de transmission de l'info, de cohésion d'équipe, que le système a permis de... Et du coup, ça a permis cette cohésion d'équipe. Ouais. Alors ça, c'est assez amusant, et puis je te le disais en préambule, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré une structure qui décidait de s'engager sur la norme dans l'objectif de créer une cohésion d'équipe, et pour autant, c'est systématiquement le premier bénéfice qui ressort de la mise en place de ce type de démarche. Oui, mais c'est parce que c'est vraiment... j'imagine... ça ne peut marcher vraisemblablement qu'en étant dans la mobilisation, et donc ça oblige à se poser la question de faire circuler les choses, donc ça... Okay. C'est porteur de ça. Et le deuxième bénéfice, si tu penses à autre chose Des bénéfices, il y en a un qui est assez fort et qui est un peu le prolongement de ce travail intensif autour du diagnostic et de l'analyse de nos relations à nos parties prenantes. C'est que justement dans un secteur où on a tendance à avoir le nez dans le guidon et à toujours foncer, à manquer de recul, le fait de solliciter nos parties prenantes pour avoir leur retour a amené un regard nouveau sur le projet. On a des personnes qu'on connaît pour certaines depuis des années et des années, dont on a découvert qu'elles avaient telle compétence, tel centre d'intérêt commun avec nous, qu'elles avaient tel regard sur le projet. Alors qu'en plus, on est un secteur où la relation partenariale est constante, où on est habitué à se faire des réunions de calage, de débrief, on se parle, mais la façon de regarder et d'analyser ces parties prenantes a amené un élargissement du regard sur notre projet. Voilà, et puis le fait de placer la communication sur un autre niveau, de poser d'autres questions, permet aussi effectivement de découvrir des nouveaux champs communs. Oui, et puis ça a un effet d'entraînement aussi. Après, pour revenir aussi sur une entrée
concrètes. C'est vrai que ça vise aussi à renforcer vu qu'on est engagé dans le développement durable depuis 2005, on espère aussi que cette norme soit un outil d'amélioration aussi sur les résultats. Et c'est vrai que dans la mesure où ça codifie les modalités de sensibilisation des parties prenantes, de communication, de mobilisation, il y a un effet d'entraînement positif attendu, que des gens, du coup, soient de plus en plus volontaires à participer de ces engagements de développement durable à nos côtés. Et donc, c'est un effet, effectivement, d'amélioration aussi de résultats en termes de développement durable, purement et simplement. Et puis chez vos partenaires. Alors, du coup, on va s'arrêter là pour notre présentation. Si certains d'entre vous veulent avoir des informations, on va dire un petit peu plus techniques sur la norme, on a créé des petites fiches qui sont disponibles. Notre stand est derrière, qui explique vraiment le fonctionnement un petit peu plus technique de la norme. Est-ce que vous avez des questions sur la norme, Erwan, sur oui. Alors, le problème, c'est c'est avec fil, c'est filaire, donc je ne sais pas si ça va aller. Oui, bonjour. Ah bah décidément. Ça marche pas, non. Venez devant tout le monde. Donc ceux qui veulent poser des questions vont se retrouver. Ça va limiter les questions. Oui, je voulais savoir, quand vous l'avez mise en place, est-ce que vous avez demandé à quelqu'un en particulier de le mettre en place, ou ça a été quelque chose que tout le monde a... Enfin, je veux dire, pour le... Dans l'équipe, vous voulez dire? Oui, c'est ça, dans l'équipe. Alors juste, ça c'est une question importante, parce que c'est vrai que pour le coup, le texte de la norme demande à ce que vraiment soient nommées des personnes dans l'équipe qui ont, enfin des ou une personne qui a la responsabilité de la conduite de ce travail, avec vraiment une inscription dans la fiche de poste d'un rôle de responsable de la démarche ISO 221 de la structure. Une sorte de responsable environnement comme on peut trouver dans les entreprises du privé, c'est ça? Une sorte de responsable environnement comme on peut trouver dans les entreprises du privé, c'est ça? C'est ça, c'est comme il y a des responsables qualité ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui va être référent. Et nous, en l'occurrence, on a fait le choix d'être que deux personnes y soient consacrées. Je pense que dans la plupart des cas, c'est une seule personne, mais nous, on s'y est mis à deux, avec vraiment l'articulation entre ma collègue et moi en pilotage général, et le comité de pilotage qui se réunissait par demi-journée à un rythme très régulier, parce que ça a été que toutes les semaines pendant certaines périodes, par exemple, pour justement permettre aussi de déployer davantage la démarche dans l'équipe que si c'était porté que par une ou deux personnes. C'est vrai que c'est une exigence pour le coup. On peut pas. Ça doit être visible dans l'organigramme de la structure, par exemple, que quelqu'un est dédié à ça, et ça, à l'audit de certification, c'est demandé notamment. Oui, c'est une exigence, et puis c'est vrai que d'un point de vue pratique, la norme demande quand même à structurer un certain nombre de choses, et le fait d'avoir un ou plusieurs référents permet aussi aux collaborateurs d'avoir des personnes avec lesquelles elles peuvent faire remonter des informations. C'est absolument fondamental. Mais vous avez pris 2 personnes qui travaillent déjà dans la structure, c'est ça? Oui. Ça s'est ajouté à nos fiches de poste. Mais c'est assez à la fois ajouté, en même temps ça a été la conséquence de certains des déplacements que déjà le travail a induit. C'est là-dessus que ce soit le travail de préparation à la certification ou le travail qui nous attend maintenant qu'on est certifié, on est sur du processus, on est vraiment sur des choses qui n'arrêtent pas de se déplacer. C'est pas fini parce qu'on est certifié, à la limite c'est une autre phase qui démarre, et là on est dans le fait vraiment d'aboutir la logique de porter tout notre projet selon les principes du développement durable. Donc à partir de maintenant, c'est une intégration naturelle dans notre quotidien de travail. Après, pour ne rien vous cacher, c'est évident que quand on a un référentiel à assimiler, à mettre en place, ces outils à créer, il y a un effort orienté sur cette échéance de certification. Il y a quelque chose à accomplir. Un de nos enjeux maintenant, c'est à la limite de banaliser un peu ce qui a été un dossier assez important, et vraiment de le rendre le plus ordinaire possible dans le quotidien des équipes. Donc c'est vrai ça par exemple, ça fait partie des choses sur lesquelles on a du travail encore, mais ce sera de toute façon continu. C'est une amélioration continue. L'idée c'est de progresser, et il n'y a pas de... On sera jamais fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour, est-ce que vous auriez des exemples assez précis d'actions mises en place ou d'outils à travers cette démarche, vraiment au niveau du spectre du management, histoire de concrétiser la chose? D'action en faveur du développement durable, c'est vrai que nous, le fait qu'on avait 6 ans de recul, entre guillemets, sur le festival, c'est pas ce qu'on a travaillé le plus. La norme, c'est pas tellement sur l'action, c'est vraiment, nous, c'est sur le management qu'on était en déficit, et c'est ça qui nous a beaucoup intéressé. Donc c'est vrai que chez nous, concrètement, ça a donné lieu à la formalisation de choses qui ne l'étaient pas. L'organigramme n'existait pas. Une chose aussi simple que ça, hein. C'est vrai que nous, ça a vraiment été d'abord un outillage, parce que notamment la norme demande par exemple à ce que les délégations soient écrites, le mode de gouvernance doit être explicite et tout ça. C'est des choses, nous, voilà, on est une structure associative culturelle. On était souvent dans des tas de choses empiriques, des choses qui étaient restées diffuses, et c'est vrai que là, c'est un effort de formalisation principalement. C'est vrai et ce que je peux dire souvent, hein, c'est que la première année, quand on met en place ce type de système de management qui demande quand même de repenser les méthodologies de travail, qui est déjà des choses en place ou pas, en général, sur la première année, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà d'absorber un petit peu ces nouveaux modes de travail. Toutes les structures ont déjà mis en place un certain nombre d'actions qui n'étaient pas forcément étiquetées développement durable, mais qui en tout cas s'intégraient dans la démarche. Et c'est vrai qu'en année 1, ce qu'on cherche à faire, c'est à donner cette vision, à inscrire l'ensemble des pratiques existantes dans cette vision pour déjà les pérenniser. Déjà tout ce qui existe et tout ce qui fonctionne, la première étape avant de faire des objectifs magnifiques à 12 ans, c'est d'abord de leur donner une cohérence et de s'assurer que s'il y a une personne qui part dans la structure, tout ça déjà ça fonctionne bien et on le garde. Et en année 1, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Et quand on arrive à faire ça, c'est déjà super, et vous avez la certification, donc vous avez réussi. Et après, à partir de là, on construit. C'est vraiment ça l'idée du système de management, c'est qu'on fait un socle solide et à partir de là, on s'améliore. Donc c'est, je vais dire, assez classique en année 1 de faire ce travail d'abord. Mais après, je pense peut-être que tu peux parler d'actions, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les actions sur le sujet que mène... Les réflexions qu'on avait les actions qu'on avait pu mettre en œuvre sur le festival, par exemple, ça va de la mesure de l'énergie dépensée au recours au LED, au green light, donc aux lumières vertes qui consomment beaucoup moins d'énergie que les lumières traditionnelles sur une partie des scènes du festival. On a mis en place du bio ou du local dans la restauration, avec plus ou moins de succès selon les années. Et d'ailleurs, c'est peut-être un éclairage aussi à faire, parce que je ne sais pas, vu qu'on ne sait pas exactement qui vous représentez, quel type de structure, mais c'est vrai qu'on se faisait la réflexion que parfois le développement durable, et encore plus si on l'adosse à une norme, les gens imaginent qu'il faut atteindre 100% de réussite sur des exigences extrêmement hautes. Et surtout avec une contrainte de résultats partout. Or, le développement durable étant appuyé sur le social, l'économique et l'environnemental, on est sur de l'arbitrage permanent. C'est-à-dire qu'on est bien au croisement de tout ça, mais on voit bien que parfois, faire de l'environnemental, c'est une mise en péril économique, et c'est de l'arbitrage permanent. Donc c'est vrai que en termes d'engagement, nous on avait des actions à la fois sur l'économique, sur notamment une réflexion actuellement vu que la situation financière de la structure est difficile, on a une réflexion sur la diversification des sources économiques qui participent du développement durable. On a aussi toute notre action culturelle de projets à l'année ou sur le festival qui participent, selon nous, du pilier social, de diversité culturelle, de pluralité artistique, et qui est aussi, parce que comme le disait Béatrice, c'est vrai qu'il y a surtout un travail de conscientisation de tout ce qui est fait, qui concourt déjà au développement durable, de le formaliser, de le renseigner. Et de le pérenniser. De le pérenniser. Et c'est vrai que quand on a le bénéfice de ça, associé à la méthodologie que permet le système de management, c'est-à-dire dans le fait de prioriser, d'échéancer les choses, de gagner de la maîtrise dans l'action, là on peut réfléchir aux objectifs de progrès pour vraiment enfoncer les clous qu'on a commencé à planter. Et nous on est pour le moment, on avait déjà entre guillemets beaucoup de bonnes pratiques. Maintenant on a organisé ces bonnes pratiques, et là on est dans la phase un peu
voilà, de fixation de ce moment-là pour déployer le fond et la forme ensemble, la manière de réaliser cet engagement pour améliorer les performances. Ce que je vous propose, parce qu'on a largement dépassé le temps, on est les derniers, donc on s'est un petit peu, voilà, on s'est permis des choses. Ce que je vous propose, c'est peut-être de continuer cette discussion dans l'espace chez Dédé juste à côté. Peut-être un dernier mot de la fin. J'ai beaucoup aimé, juste en 2 mots, au moment de la certification, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des équipes quand vous avez obtenu cette certification après des années de labeur? Je précise que je viens de dire que... Ah ouais, il s'est passé, oui, c'est ce que je disais juste avant que ce rendez-vous démarre. En fait... ça a sans doute été le premier chantier aussi long collectif, et c'est vrai que le moment où on a été certifié a été un moment de libération par rapport à un engagement très fort et très long, et que c'est une expérience inédite professionnelle, puisque c'était sans doute le chantier le plus transversal qu'on avait été amené à conduire, et ça a libéré une émotion, une joie, une satisfaction forte, puisque c'est vraiment, c'est presque comme une médaille. C'est un très beau mot de la fin. À tout à l'heure. Merci. Merci.